Bonjour tout le monde. It's a great honor to share this session where water meets green hydrogen. Indeed, the theme of today focuses on water resources and the green hydrogen nexus. I call our speakers Mr. Mohamed Chtiwi, Director of Tansift Water Basin Agency. Mr. Dries Enna'nai, Managing Director of GWC Tech. And Mr. Nabil Jdeira, Senior Business Developer at AMEA region at ENGIE. You're welcome. And myself, I'm Selma Jariri, Head of New Technologies Division at ONE. Water scarcity in Morocco and globally, driven by climate change and rising demand, highlights the need for advancement in water treatment and desalination technologies. In arid regions, desalination is essential but remains energy intensive. Recent innovations focus on improving energy efficiency, environmental impact, and cost effectiveness. Integrating power-to-X technologies, which converts renewable energy into fuels and chemicals, offers a sustainable solution by utilizing the country's abundant solar and wind resources to power desalination and reducing carbon emissions or footprint. This session will explore these advancements and the role of policy frameworks in promoting sustainable water management in link with the H2 value chain. So I let the floor to Mr. Enna'nai, Managing Director, as I said, of GWC Tech, to share with us the desalination background and the nexus desalination and green hydrogen. Mr. Merci Selma. It's a great pleasure to be here. I think we do have a few slides to share with you, just to put you in the background of this panel. So again, my name is Dries Enna'nai. I would say it's a pleasure to be part of this summit that is attracting a lot of interest. And in this session, we will be talking about water resources and the green hydrogen nexus. And I would like just to set the stage for the discussion. So the panel will have something, like upon which, to base their interventions. So, okay. Okay. So first we will start by, shedding some lights on the water footprint in the green hydrogen production. We all know that, the chemical equation, I would say it's very simple, as simple as it can be. And the water consumption rate for just the electrolysis, it's about 9 kilograms of water to produce 1 kilogram of hydrogen. And the equivalent of energy in terms of megawatt hour, we're talking about something around 270 liters per water to produce 1 megawatt hour of energy. But the total water consumption rate for all operations in the hydrogen or the green hydrogen process is about 600 to 700 tons of water to produce an equivalent of 1 megawatt hour. So there is no way to share or to present these numbers without, putting in a context of, the other energy sources and the other big competitor, which is food. So if we compare this number to wind energy, we use something around 1 liter per megawatt hour. For the solar PV, we need something around 20 liters. This is the water footprint to produce 1 megawatt hour using solar PV. That's 20 liters. Then the coal is about 150 liters.
and the rest you have it. But on the other side, when we look at the food and the water footprint in food production, you see the range, going from, something around, 300 liters to produce 1 kilogram of potatoes to, 15,000 liters to produce 1 kilogram of beef. So that's about the water volumes that we need. And the numbers, I think, it go up and up as we scale any project. One of the biggest issues or the biggest constraint when it comes to green hydrogen production is the water quality requirement. Okay, so we need a very high quality, almost pure water, to be able to use it in the electrolyzers. So, and the pH goes from 5 to 8. Chloride is about 5 or less than 5, and the EC, it has to be less than 1. So this just summarizes, like the need to treat the water from any kind of source that you may have. And that's a very big challenge, and this is, I think, why we are here. So when we look at the water quality coming from different sources, you see that the potable water, because we treat it a lot, it's like it has one of the best, water qualities out there. And the one that we use the most as we speak in this process of green hydrogen production is the seawater. So the general quality is poor, the salt content is so high, and it requires a lot of, treatments. So what kind of treatment do we use? I think overall, all kinds of treatment can go into this as we need a very high quality of water. And it goes from fine screening to reverse osmosis. Reverse osmosis, depending on the equipment you use, the overall, project specifications, we need something around 3 kilowatt hour to 6 kilowatt hour to produce 1 cubic meter of water. And with a very, very low, yield, the water yield, it's about 40 to 45% when it comes to seawater using reverse osmosis. So this is a scheme to show you, like the different sources and different kind of processes that we apply from the water source to electrolyzer. And you see here, okay, so you see that the groundwater requires pumping, transport, water storage, water treatment, and the water treatment, you can add based on the quality of the groundwater, any kind of adjustment or reverse osmosis. And again, for the electrolyzers, we need water storage, definitely before the electrolyzer, to make sure that we have a very reliable volume so we don't get any water shortage problems. So the biggest one here, as I said earlier, is the seawater that is taking a lot of attention in the green hydrogen production. And you see it's one of the most complex kind of set of processes. Anything you think of is out there. Pumping, transport, water storage, the water treatments, and the water treatments, all kinds of treatments there, from fine screening to ultrafiltration, to reverse osmosis and so forth. And again, the water storage before getting into the electrolyzers. Something that we would like to bring your attention to is the use of other sources of water, such as wastewater. As it's already mobilized water, it can be easy to use, especially that there will be no pumping involved. Transports, it can be kind of optional and so forth. So, and it is water that is out there, that is a waste, and we can value that water into these processes. So I want to kind of show you this slide here to tell you about the complexity, also the opportunities that we have in Morocco. So the first graph on the left is the arid index in Morocco. So which means, the yellow zones are the areas where we don't have a lot of rain, we don't have a lot of water, okay? So where, there is a lot of sun and there is not a lot of water in those areas because it's arid.
the one that is in blue, the areas in blue, they are very water rich and the aridity index is very low. On the other two maps, the one that is on the extreme right, that's the PV out, and that's the red areas show you the high potential for PV. Okay, so which means the areas where we produce, where we have a potential for renewable energy, they don't have water, they don't have a lot of water, and this is the only source we have there is the ocean water. So the second map is the wind speeds, almost same patterns. The areas with the red are the areas with the high potential for wind, which means high potential for wind power. So some sort, just to set the stage for the next kind of panelists. In Morocco, we have something, 153, 154 large dams, and we have something more than 140 small dams, and that gives us a total storage around 18 to 19 billion cubic meter of water in terms of water storage capacity. And we also have huge programs from the public as well as the private sector in Morocco in terms of desalination and wastewater treatment. So some highlights: the water electrolysis is key to the production of green hydrogen, but requires substantial water volumes that need to be in a very high quality conditions. So all different water sources can be the potential and can be suitable for hydrogen production. But there are so many variables that we need to include when we look at these green hydrogen projects that are, those variables include the water source, the energy source, where the renewable energy comes from, the water quality, the reliability. That's a very important point when it comes to reliability, especially now with climate change and the impacts of climate change on water resources, the transport component. I think that's a major. Where should we put the plants, the hydrogen plants? Is it near the renewable energy, or is it near the water source and so forth? So then it comes to treatments. I think when it comes to treatments, we agree that desalination can be a very good option there, as well as the wastewater treatment and regulation. Okay, so there is a huge, and I think Si Mohammed Chtiwi will talk about like some of the policies that are into play here in Morocco when it comes to water management. So in arid conditions, seawater and wastewater are also potential sources for hydrogen production by electrolysis. Thank you so much. Thank you, Mr. Dries. And I have another from your presentation, another K number or K figure. Desalination represents less than 1% of the cost of hydrogen production. So we can use it with moderation, of course, but we can use it in the value chain of hydrogen. It's not more costly than the hydrogen ecosystem. And maintenant, je vais switcher en français comme ce matin, donc tout a été en hybride, donc aussi on va être fidèle aux langues qui sont parlées aujourd'hui dans ce sommet. Et j'appelle Monsieur Chtiwi, qui représente un peu le secteur public et le ministère en charge de l'eau, pour nous parler beaucoup plus en détail de la stratégie de l'eau et en particulier du dessalement de l'eau et des ambitions du Maroc, et en particulier en relation avec l'hydrogène. Si Chtiwi. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, l'intervention de Sidris tout à l'heure a montré que la production de l'hydrogène vert nécessite beaucoup d'eau. Donc, il a donné un peu tous les chiffres. Et moi, je veux parler un peu de ce que fait le ministère, donc de l'équipement hydro dans ce contexte de dessalement de l'eau de mer. Donc, comme vous le savez, donc, on est en train de gérer l'incertitude. Donc, l'incertitude sur la pluie annuelle, il est là.
Et je pense que d'après les projections, il va rester donc encore, il ne va pas disparaître. Donc on doit gérer avec ce qu'on a, avec cette incertitude. Et bon, face à cette une demande qui est croissante, ça c'est une constante aussi. Donc on a une demande qui est constante avec le développement, avec l'essor économique que connaît le Maroc. Donc il y a d'une part donc, un changement dans le climat donc, qui est dû au changement climatique. Mais par contre, on doit accompagner donc, le développement. Donc, il est devenu donc, essentiel d'intensifier les efforts pour mobiliser et gérer autrement, efficacement les ressources dont on dispose. Et pour accompagner donc, le développement des pays et répondre à les aspirations futures, le dessalement de mer s'impose comme une solution, je dirais, innovante. Cette approche vise à garantir d'ailleurs, comme vous l'avez suivi durant l'été dernier, il y avait beaucoup de villes donc, qui avaient une situation critique vis-à-vis même de l'eau potable, n'en parlant pas de la dotation qui est destinée à l'irrigation. Donc cette approche vise à garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation dans diverses régions du Maroc, en diversifiant les sources d'approvisionnement. Et ça permet aussi de renforcer la résilience donc, du système hydraulique, parce qu'il y avait des communications entre les systèmes, face aux effets du changement climatique. Un programme donc, de dessalement a été élaboré par le ministère de l'Équipement et de l'eau, en collaboration avec les partenaires concernés. Je vais les citer par la suite. Ce programme repose sur une planification donc, rigoureuse visant à sécuriser donc, l'approvisionnement en eau potable en premier lieu, puis aussi donc, doter l'irrigation de dotations qui permettent des protections, donc, parce qu'il y a derrière la sécurité alimentaire dans plusieurs zones, tout en préservant les ressources en eau souterraine, parce que là, souvent on parle des situations des barrages, mais on oublie de parler d'une ressource stratégique qui sont les eaux souterraines. Il permettra également de réaffecter donc, tout ce qui est eau régularisée par les barrages aux besoins en eau des villes et centres intérieurs, aussi pour les zones rurales et des périmètres irrigués déjà aménagés. Ce programme comprend 13 projets de dessalement répartis dans plusieurs zones, notamment les villes de Rabat, Tanger, Essaouira, Tantane, Goulmim, Bouche-d'Or, ainsi que les régions de Souss-Messa et de l'Oriental. Ces projets devront porter la capacité de production d'eau dessalée à plus de 1,7 milliard de mètres cubes par an d'ici 2030. Cet objectif qui est ambitieux inclut également les efforts de l'Office chérifien du phosphate dans le domaine de dessalement, notamment avec un plan d'urgence pour la production d'eau potable par dessalement de l'eau de mer destinée aux zones de Safi et Jadida. Ce plan prévoit donc une capacité de 110 millions de mètres cubes par an, dont 75 millions de mètres cubes seront destinés à l'alimentation en eau des deux villes, donc Safi et Jadida. En plus de ce programme ambitieux, le Maroc dispose actuellement de 15 stations de dessalement de l'eau de mer, d'une capacité de production totale de 192 millions de mètres cubes par an, dont 85,2 millions de mètres cubes destinés à l'alimentation en eau potable de plusieurs villes, notamment les villes de Laayoune, Agadir, Hoceima. Le pays dispose également de 6 projets en cours de construction, de dessalement en cours de réalisation, pour une capacité de production totale de 440 millions de mètres cubes par an. Parmi ces projets, on peut citer donc le projet ou la plus grande station de dessalement d'eau de mer en Afrique, située dans la région de Casablanca-Stade, avec une capacité de 300 millions de mètres cubes par an. 250 millions de mètres cubes sera destiné à l'eau potable et 50 millions de mètres cubes seront destinés à l'irrigation. Les travaux de cette station ont été inaugurés par Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan le 10 juin 2024. Toutefois, comme j'ai parlé de l'incertitude, compte tenu de l'incertitude liée aux effets du changement climatique, le Maroc pourrait également, donc dans le futur, on n'a pas que les périodes de sécheresse, on peut avoir des périodes humides. Et afin de maintenir donc, la fonctionnalité de ces infrastructures qui sont vraiment coûteuses, ils peuvent jouer un rôle crucial dans la contribution à la recherche artificielle donc, des nappes souterraines, qui, que je dis que c'est une ressource stratégique. Cette approche permettra non seulement de
maintenir la fonctionnalité de ces infrastructures, mais aussi de renforcer la gestion durable des ressources en eau des pays en assurant une réserve stratégique pour les périodes de sécheresse. Et comme j'ai dit au début, donc, la production de l'hydrogène pour lier à la thématique, ça nécessite beaucoup d'eau. Et dans beaucoup de régions du Maroc, on manque d'eau. Donc, Sidris a cité d'autres ressources possibles pour la production de l'hydrogène vert, notamment les eaux usées. Donc, c'est une possibilité aussi qu'il faut envisager. Il y a pas mal de nappes d'eau saumâtre aussi qu'on peut utiliser. Et merci. Merci, Monsieur Chouiwi. Donc, on retient qu'il y a une stratégie au Maroc ambitieuse de monter en puissance dans le cadre des projets de dessalement d'eau de mer. Et je voudrais juste rajouter par rapport à ça que le Maroc a déjà une expérience depuis les années 70. Donc, on ne commence pas le dessalement depuis aujourd'hui, donc depuis les années 70, en particulier avec l'opérateur de référence qui est l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. On a réalisé plusieurs projets et donc aujourd'hui le Maroc peut dire qu'il réussit ces projets de différentes tailles, c'est-à-dire les tout petits projets de quelques mètres de cubes par jour à des projets de centaines de milliers de mètres cubes par jour, ou si on parle comme le langage de Sichtiwi, en millions de mètres cubes par an. Donc tous ces projets, donc pour faire la transition avec notre prochain speaker. Donc, to make this desalination resource, which is an energy-intensive industry even more sustainable, the future of desalination program will be developed using renewable energies, of which Morocco is capitalizing on its high potential. So, I call Mr. Nabil Jdera from NG to speak about. I have one question from him, especially, what is the role of private sector in advancing water treatment and desalination technologies in Morocco? And can you provide examples of successful projects that have implemented P2H technologies along there, and what is a lesson learned? Mr. Jdera. Hello, everyone. We are in a small committee, like a family. We'd like to start just to present you some key numbers about NG, and then I will give you some information regarding an ongoing success story project we have in Morocco. So first of all, NG is a global energy developer, which has a global footprint around. We are present in around 30 countries. We have 100,000 employees and have a turnaround about 82 billion euros per year. We are organized by 4 global business units, one dedicated to renewable, wind farm and solar power plant. We have currently about 43 gigawatts in construction or in operation, and we target to build by 2030 80 gigawatts. We have one business unit dedicated to network. So we develop a gas network, transport network, and also we are studying some adaptation to gas network to transport hydrogen. NG Solution also provides services for B2B and also flexible generation that I represent today. So we are in charge of the development of desalination power plants. We are a leader. A global leader. We produce every day 6 million cubic meter of desalinated water, mainly in Middle East, but also very soon in Morocco. We develop also thermal power plants. We have many gas power plants in Middle East and also a coal power plant in Safi, but we are going to exit from it by 2027, following our guidelines to be net zero. And we develop battery storage. We have a target to reach 10 gigawatts of battery storage by 2030, but because we believe that to integrate renewable, we need capabilities, sustainable capabilities to store the energy. And also green hydrogen. We have a target to produce 4 gigawatts by 2035. Coming back to the question,
we are currently, we have currently under construction in Dakhla. I don't know if everyone knows Dakhla. It is in the south of Morocco. Great region, I would say the paradise for fishermen and for kite surfers. And there, about 120 kilometers from Dakhla, we are currently building a desalination power plant in a PPP scheme with a local partner, Nareva. This desalination power plant is under construction. It will have a capability of production around 112,000 cubic meters per day, so around 40 million per year. And coupled to this desalination power plant, we have a wind farm of 72 megawatt. And what is unique about this project is that almost 100% of the electricity will come from the wind farm, because the wind farm is produced 3 times the need of the desalination power plant. So 2/3 of the power plant will be sold to the market through the law 1309. Half of this project have been subsidized by the Ministry of Agriculture and half by investors, so us and Nareva. We will, during 2035, produce the first cubic meter of water. Regarding the offtake, 80% is going to be dedicated to agriculture, to supply 5,000 hectares of agricultural land near the desalination power plant, and 20% for Dakhla. So for the people who has been through the road between Dakhla and Al Ayoun, you will see that there is ongoing work to build this pipeline. So we are really shaping south of Morocco, building capabilities in order for the people there to have great jobs, to produce local vegetables, and grow the economic footprint of this region. Happy later to answer all of your questions regarding this project. Thank you very much. Thank you, Mr. Nabil. And I have, okay, donc, you show us in Morocco there is a lot of kind of management of projects. Now the private sector, at travers the PPP projects, can be a success story, and also public projects or PPP projects. Donc we can combine each. And in each case, we can switch on each institutional mode of projects. Now I have just maybe a last question before to give the question to the floor to Mr. Idriss. And how about your point of view about environmental mitigation of desalination field? Because when we say green hydrogen must be green, so sustainable. How can desalination be sustainable thing? Okay, thanks for the question. I think whenever we think about desalination, the question about the environment and the environmental impacts comes back to mind, and I think sometimes with the high intensity. So when it comes to mitigate some of the environmental impacts, I think the sizing of well, first, before we go into the sizing, I think we need to spend more time understanding and studying the sites. So it's very important to look at the different components
related to the environment, from the current, the sea current, the biodiversity, the fauna, the flora, all kinds of aspects related to the environment. And I think after, like having a full and taking time to understand the environmental component around, around the site, I think it comes, to the sizing, to the engineering part of it. And I think now with the engineering component, when it comes to, like the maritime, engineering, the coastal engineering, the civil engineering, the 3D simulation for currents, the hydrodynamics and the mechanics of fluids. I think there are tools out there to, simulate those processes and be able to, kind of look at the environmental component in all sides. So and then from I would say during the construction and after construction, I think we need to keep the monitoring, component live, so we can keep an eye on what goes into the environment. So those are kind of some of the things we need to look at when it comes to, ways to mitigate the environmental impact of desalination. Thank you. Thank you, Mr. Driss. So, donc, on peut justement, donc, à travers ça, donc, et comme je rappelle encore la séance d'ouverture, on avait parlé du trio énergie, eau et ça a été relaté par le président, eau, énergie et H2, l'hydrogène. Ça a été rappelé notre directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Et donc aujourd'hui, donc, à travers l'offre du Maroc, de l'hydrogène du Maroc, qui parle aussi du dessalement d'eau de mer comme intrant, et que l'État peut mobiliser les infrastructures pour les opérateurs d'hydrogène. Maintenant, avec ce dessalement qui a tous les outils techniques pour être sustainable, pour être c'est-à-dire en harmonie avec le développement durable, il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir entre le dessalement et l'hydrogène. Donc, soit c'est-à-dire, puisque tout à l'heure j'avais dit que l'hydrogène représente juste 1% du coût de la chaîne de valeur, le dessalement représente 1% du coût de dessalement du coût de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc, on peut soit c'est-à-dire mettre oversize, ça veut dire surdimensionner des installations de dessalement au niveau des infrastructures de la chaîne de valeur d'hydrogène, et le surplus va servir comme pour alimenter les localités avoisinantes et pourquoi pas l'agriculture, donc que ce soit l'eau potable, que ce soit l'agriculture ou les communes sur lesquelles s'implantent les projets d'hydrogène. Ou alors, une autre offre, c'est que les opérateurs sur place, l'opérateur chargé de l'eau ou de l'irrigation sur place, qui peuvent aussi mettre en place des projets de dessalement, peuvent offrir un surplus d'eau pour les industries de l'hydrogène. Donc, toutes les opérations aujourd'hui, donc la question de cette offre d'hydrogène est que les opérateurs soient un peu, c'est-à-dire peuvent proposer et regarder les opportunités, laquelle est la plus intéressante dans leur business plan. Voilà, donc sans plus tarder, je crois que je dois laisser c'est-à-dire I let the floor vous pouvez poser vos questions, donc on est là pour vous écouter, donc et nos interlocuteurs, nos speakers vont essayer de répondre. Voilà, donc si vous avez des questions, donc voilà, sinon on peut conclure. Merci beaucoup, premièrement, pour cette présentation vraiment très utile pour les gens qui s'intéressent à l'hydrogène et spécialement à sa production et à l'importance de l'eau dans ce contexte. Vous avez... first, can I speak it? What is better? Shall I speak in French or in English? Les deux. Okay. In any case, I can translate. I mean, I can talk also in English. So, je reviens en français. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'hydrogène vert. Et donc, la dimension verte est très importante et vous le mettez vraiment bien en avant. D'un côté, on produit du solaire et de l'éolien pour ensuite en faire de l'hydrogène. Vous voulez aussi travailler sur construire des installations de dessalement, ce qui est aussi très important et qui vous donne l'eau nécessaire. Je dirais la pièce environnementale qui reste problématique dans ce modèle, c'est les saumures.
soit le rejet de sel qui est, de ce que je sais, rejeté dans l'Atlantique. Alors c'est la même chose pour toutes les installations, donc le Maroc ne fait pas mieux ou moins bien que les autres, mais à moyen terme, c'est un gros problème, parce qu'on va augmenter le sel, la quantité de sel en mer, et à moyen et long terme, ça va créer un autre problème environnemental. Je sais qu'il y a des recherches sur ce sujet, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est un sujet actuellement dans le cadre de la construction de ces installations? Et qu'est-ce qui est fait pour essayer de résoudre cet autre problème environnemental qui se greffe sur ce sujet? Merci. Mr. Nabil? Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est effectivement une question qui est primordiale dans le développement des projets de dessalement. C'est ce que vous avez évoqué, la saumure. Et bien sûr, nous, on suit des guidelines qui sont très draconiennes d'un point de vue environnemental, notamment pour pouvoir financer ces projets. Au Maroc, par exemple, là où on est, on va dire, plus disposé, plus chanceux, on va dire, au niveau de la façade de l'Atlantique, c'est qu'on a des fonds marins qui sont très profonds, très proches du bord. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Deuxième chose, c'est dans les études environnementales, on va venir regarder la diffusion qu'il va y avoir en termes de saumure, regarder quel impact ça va avoir par rapport au volume environnant, regarder bien sûr s'il y a la vie marine qui est aux alentours, et bien sûr, on va respecter un certain nombre de paramètres pour ne pas dépasser une certaine limite aux alentours des diffuseurs. Et ces diffuseurs, dépendamment en fait du volume environnement, on va les mettre plus ou moins loin du bord je perds le mot, donc du bord du rivage. Donc c'est effectivement une question qui est très importante, et on limite les risques à travers ces études environnementales et par des dispositifs techniques. La deuxième chose, c'est qu'il y a des études de R&D en cours pour valoriser cette saumure, pour qu'un certain nombre d'industriels l'utilisent dans leurs process. C'est quelque chose qu'on a en cours, qu'on essaie de rendre économiquement viable, économiquement attractif, pour essayer de vraiment réduire à, je dirais, zéro l'impact environnemental. Mais je dirais que déjà les dispositions qu'il y a actuelles en termes d'études environnementales, en termes de solutions techniques qui sont mises en œuvre, permettent vraiment de limiter ces risques qui sont totalement intégrés dans le développement et le dimensionnement de ces projets. Merci Sinabil. Donc, je voudrais rajouter juste une anecdote par rapport à ça. Donc, on a un projet de dessalement de Agadir, et on a remarqué, donc il est en exploitation, que des petits pêcheurs avec des barques viennent souvent, qui ne venaient pas dans cette région et qui venaient souvent aux alentours de la conduite de rejet des saumures. Et là, c'est pour pêcher des gros poissons. Ça veut dire que ici, donc au niveau il y a un écosystème. Donc quand on dit gros poisson, ça veut dire que c'est un poisson qui est en train de se nourrir de petits poissons. Ça veut dire qu'il y a un écosystème marin dans les environs. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Ça, c'est des témoignages réels de la zone. Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Donc, peut-être que tout à l'heure, on ne l'avait pas dit, ou voilà, ok. Je vais ressouligner, donc, pour encore verdir le dessalement. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la stratégie du Maroc de développement des projets de dessalement, va être grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc, ils vont tous être développés et alimentés à partir des énergies renouvelables. Donc, déjà, cette dimension, aujourd'hui, c'est un acquis donc, pour le futur. Voilà, donc je donne la main. Bonjour, merci beaucoup déjà pour vos interventions, c'était vraiment très intéressant. Moi j'aurais une question sur la technologie.
Donc on sait qu'aujourd'hui, une grande partie des projets se base sur la techno d'osmose inverse, qui est une technologie qui est relativement mature, qui est utilisée depuis même des décennies. Vous, à votre niveau, est-ce que vous voyez d'autres technologies qui pourraient être matures, enfin qui sont émergentes, qui pourraient peut-être voir le jour dans des projets en cours? Et sinon, est-ce que vous avez des technologies qui sont peut-être en cours de recherche et développement, par exemple à Engie ou d'autres, ou dans l'écosystème avec vos partenaires, des choses, des technos que vous voyez qui pourraient peut-être venir concurrencer un peu l'osmose inverse? Merci beaucoup. Alors en termes de technologie, effectivement, c'est l'osmose inverse, hein, bien sûr, qui fait partie du mainstream des projets en cours de développement, en cours de construction, en cours d'exploitation d'eau dessalée. Là où actuellement on n'a pas on va dire, de technologie qui va venir disrupter un peu ce moyen à l'heure actuelle, mais on va être dans l'innovation incrémentale, c'est-à-dire on va améliorer le process pour limiter les consommations spécifiques, limiter les pressions, améliorer les membranes, travailler aussi avec les producteurs de membranes pour améliorer les coûts, optimiser les coûts pour toujours travailler sur les deux dimensions, donc la compétitivité des équipements et bien sûr la consommation électrique. Donc essayer de limiter au maximum la consommation électrique. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de technologie qui va se développer à grande échelle qui va remplacer l'osmose inverse, mais on optimise vraiment le process pour qu'il consomme le moins d'électricité et qu'au final, le client final ait un prix d'achat de l'eau le plus compétitif possible. Alors, si on veut parcourir la liste des technologies pour le dessalement, il faut penser au volume. Combien de volume on veut produire? Okay? Donc, un volume très élevé, je pense, c'est l'osmose inverse qui va l'emporter. Pourquoi? Parce que, c'est une technologie, je vais dire, plus ou moins mature. La simplicité de fabrication et la facilité de maintenance et d'opération. Donc, c'est l'osmose inverse pour les grands projets. C'est l'osmose inverse qui sera le porteur du projet. Bien sûr, il y a à un certain niveau, il y a le MSF, il y a le Multi-Stage Flash Distillation, qui peut aussi donner des bons résultats pour des grands volumes, mais c'est de l'ingénierie, c'est pas aussi facile que RO. Et bien sûr, si on veut partir sur des petits projets, vous pouvez trouver de tout. Okay? Donc, mais c'est des process ou bien thermiques qui ont besoin d'énergie thermique et du coup, la simplicité pose problème. Ça veut dire un peu ça va être complexe. Donc, c'est pour ça, maintenant, pour des projets de green hydrogen, puisque vraiment le dessalement, je ne vais pas dire secondaire, mais ce n'est pas le métier principal. Et c'est pour ça on vise sur quelque chose de très simple, dont le coût n'est pas très élevé et qui donne un intérêt important aux développeurs de projets d'hydrogène vert. Donc, je pense que l'osmose inverse a de l'avenir et va continuer. Je pense qu'en comparant ce qu'on avait fait en 1995 au niveau de l'Aeon, donc l'amélioration qui a été portée au niveau du concept, au niveau des filtres, au niveau de, donc on continue à innover sur l'osmose inverse, mais donc je pense que les autres, je pense que il y avait ce que vous avez dit, c'est pour des petites unités de production, donc tout ce qui est thermique, c'est des petites capacités, pas vraiment les grandes, mais pour les grands volumes, donc c'est toujours l'osmose inverse. Mais il y a des efforts qui se font, comme elle l'a dit, c'est au niveau de réduire un peu la pression, donc améliorer les filtres. Bon, les filtres qu'on utilisait avant, c'était très cher. Et maintenant, il y a d'autres filtres moins chers, mais qui présentent la même efficacité. Je pense que l'osmose inverse va rester. Il a beaucoup de l'avenir. Merci, M. Chili. C'est
Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai une question concernant le réseau, les projets qui sont connectés au réseau de transmission d'électricité. Et ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on arrive à garantir l'origine en fait, verte de l'hydrogène dans le cadre d'un projet qui est connecté au réseau, qui du coup, lui, si je comprends bien, va accueillir donc, des sources d'énergie qui ne sont pas forcément renouvelables. Voilà, merci. Oui, effectivement, quand on est connecté au réseau, l'électricité, voilà, tout se mélange, bien sûr. Toutes les sources d'électricité, les électrons qui viennent de centrales charbon, centrales gaz, de parcs nucléaires se mélangent. Mais qu'est-ce qui va permettre à un actif de garantir que l'intégralité de son électricité est renouvelable? C'est qu'en fait, on va réserver une capacité de production auprès de l'entreprise qui va nous vendre l'électricité. Et donc ça garantit que la quantité d'électricité qu'on va acheter est 100% verte. Parce que cette capacité-là, il ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est à travers ce mécanisme-là, c'est un mécanisme contractuel qui permet de sécuriser cela. Si vous permettez, je voudrais faire un commentaire et après une question. Par rapport aux technologies de dessalement, dernièrement, j'ai vu qu'il y a une nette évolution sur un projet en utilisant Tahalib, qui a bien évolué. Il y a même un pilote industriel au niveau de l'Émirat et qui, je pense, combiné à l'osmose inverse, va révolutionner le monde du dessalement haute mer. Donc, AD1. 2, par rapport aux économies d'énergie, vous avez parlé de l'évolution de l'osmose inverse. J'ai vu aussi qu'il y a une nette évolution de la consommation d'énergie, notamment en utilisant un lavage des membranes qui est très évolué et qui est aussi fonctionnel, mais aussi en utilisant l'intelligence artificielle et qui permet de réduire jusqu'à 25% d'économie d'énergie le dessalement, en plus du recovery énergie, bien entendu. Ma question, c'est au sujet de la réutilisation des eaux usées dans l'énergie verte. Qu'en est-il par rapport à l'offre marocaine? Y a-t-il des projets pilotes dans ce domaine? Parce que je crois que, au lieu de dessaler, il vaut mieux utiliser les eaux usées, rejetées, et produire de l'énergie verte, d'hydrogène vert. Merci. Oui, donc par rapport à votre commentaire donc, sur l'utilisation des algues, moi, donc, effectivement, on avait discuté un projet similaire, je pense, dans les années 1995, comme ça, avec date, parce que avec les Espagnols, parce qu'on voulait installer un petit réacteur nucléaire autour de Tantan, mais comme ils avaient une grande destination touristique là-bas, donc ils ont peur et ils nous ont proposé cette technique-là. Mais je pense qu'il faut beaucoup de surface pour faire à l'époque, au moins des mois, à l'époque, on voulait utiliser aussi bien le vent que les algues, mais quand on a fait un peu les calculs, donc il fallait beaucoup d'espace, avec le vent, à l'époque, c'était pas vraiment faisable. Deuxième point pour l'utilisation des eaux usées. Il n'y a pas vraiment de projet pilote pour le moment. Tout ce qu'on sait faire avec les stations de traitement, c'est qu'on produit pour le moment juste le gaz. Donc ici à Marrakech, vous pouvez aller voir la steppe, il y a une production de gaz. Mais vraiment, on n'a pas de projet pilote. Peut-être que ça va venir prochainement. Et comme il l'a précisé, madame, c'est que les stations de dessalement qui seront faites au Maroc, c'est une énergie renouvelable. Il n'y a pas d'autres sources d'énergie. Donc, dans certaines zones, je pense que parce qu'il faut un potentiel des eaux usées. Donc, sinon, ça ne peut pas servir. Il a bien dit dans sa présentation, donc la production d'énergie, l'hydrogène vert, ça nécessite beaucoup d'eau.
Donc il faut même en termes d'isoïsé qu'il y ait une capacité. Donc il faut se situer autour des grandes agglomérations ou il faut faire une agglomération de toutes les steppes qui sont là pour avoir un peu, donc pour pouvoir bâtir un projet donc, viable. Hein. Sinon, on n'aura pas. Il fallait aller aussi au traitement assez poussé, au-delà des tertiaires et tout ça, pour produire la qualité requise que vous avez spécifiée. En fait, je vais ajouter un point. Quand on prend un projet similaire, je viens de finir une étude avec un partenaire au Maroc, il faut définir le système, un système à optimiser. Tout ce que vous venez, ou tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, ce sont des variables qu'on doit chiffrer et on a tous les éléments pour donner des bons chiffres. Le chiffrage, je pense maintenant, avec l'expérience qu'on a au Maroc et ailleurs, on peut facilement développer notre système à optimiser. Et là, quand on vient définir ces alternatives de dessalement ou de traitement des eaux en général, il faut aller vers toutes les composantes. Comme ça a été dit par C. Mohamed, une fois on parle de traitement des eaux usées, comme j'ai cité dans ma présentation, il faut automatiquement aller vers les agglomérations kbar. Okay, pour justifier le volume d'eau qu'on va utiliser. Bien sûr, on va bénéficier d'une qualité, je vais dire, pas facile à traiter ou pas facile à avoir hein, par rapport au dessalement, mais on entre directement dans le foncier. Et du coup, le prix de foncier va être très élevé. Donc, mon système à optimiser va basculer vers le foncier. Et du coup, mon retour sur investissement sera affecté. Et du coup, là, pour ce qu'on est en train de faire au Maroc, ou bien le potentiel de green hydrogen au Maroc, moi je pense qu'il faut voir cette composante. On n'est pas encore au maximum pour penser aux impacts négatifs, parce qu'on a encore un long chemin pour arriver à ces limites maximales pour que l'environnement sera touché. Bien sûr, on doit repenser la taille de ces stations pour qu'on puisse vraiment utiliser tout le potentiel de diffusion et de dilution et ainsi de suite. Mais on est encore loin, c'est le début. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Wastewater a utilisé dans ce projet, pourquoi pas. Mais on a encore un long chemin à faire. Je veux juste ajouter par rapport à l'utilisation de l'eau usée. Donc, vous savez, donc, au niveau de la politique de l'eau, l'année dernière, toutes les agences de bassin au Maroc, qui sont au nombre 10, ont finalisé leur plan d'aménagement intégré de gestion des ressources en eau jusqu'à l'horizon 2050. Et je peux vous dire que les eaux usées sont toutes utilisées à d'autres fins, pour boucler, pour faire l'équilibre. Donc, on ne va pas perdre les eaux usées, ils sont utilisés ailleurs, donc, pour qu'ils soient dans l'arrosage, même en termes d'agriculture, c'est déjà des possibilités qui sont ouvertes avec les eaux usées. Donc, effectivement, s'il faut chercher les eaux usées, il faut chercher dans les villes qui rejettent directement dans la mer, hein, pas vraiment. Mais au niveau des Maroc, donc, les eaux usées sont déjà affectées, traitées, sont affectées. Donc, Merci, monsieur. Other question? On peut conclure, je crois, peut-être. D'accord, merci tout le monde. Donc, I hope this session has evidenced the deep link between desalination water and hydrogen sector to build a new economic and social system based on principles of sustainable development by drawing up strategies, integrating growth, environmental preservation, and climate change mitigation. Thank you to all participants for joining us and sharing your thoughts. Thank you.